Bonjour à tous, bonjour Victoria, bonjour Thomas et sa classe. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui avec Lectures Without Borders et Europlanet pour cette session de questions-réponses avec Victoria où nous allons pouvoir passer un moment jusqu'à 17h30 heure française à pouvoir discuter de son parcours de scientifique, de sa recherche et lui poser toutes les questions que vous voulez. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le chat ou le panneau de questions-réponses et puis je transmettrai les questions à Victoria. Donc, Victoria, je vais juste faire une courte présentation basée sur la bio que tu m'as envoyée pour l'école. Et puis, dès que vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Donc, Victoria est ingénieure aérospatiale et data scientist. Elle travaille au laboratoire d'environnement planétaire du Goddard Space Flight Center de la NASA. Elle est titulaire d'un master en ingénierie de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Euh, Elle a axé son mémoire de master sur l'application des techniques informatiques telles que la data science et le machine learning aux opérations des systèmes spatiaux pour les missions planétaires et la recherche en astrobiologie. Elle a des recherches qui portent principalement sur le développement d'outils informatiques et la recherche en laboratoire pour les futures missions d'exploration spatiale. Elle fait le lien entre la science spatiale et la science des données pour aider à faire avancer le développement de missions sophistiquées de détection de la vie et des planètes. Donc, merci d'être avec nous, Victoria, aujourd'hui. Je vais commencer par poser une question. Déjà, que j'aime bien poser aux scientifiques généralement, c'est d'en savoir un peu plus sur leur parcours et donc de savoir comment tu es devenu scientifique et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir scientifique. Merci Ulysse, merci Thomas pour aujourd'hui. Donc, je suis très contente de discuter avec vous et merci pour la super introduction. Je pense que tu le dis mieux que moi. Donc, j'ai 26 ans, je suis française mais j'habite aux États-Unis, comme Ulysse l'a dit. Donc, mon parcours, j'ai vécu à l'étranger en tant qu'expatriée à cause du boulot de mes parents. Et après, j'ai fait un bac scientifique, donc ça n'existe plus. On est trop vieux et maintenant, vous avez un différent bac. Donc, un bac scientifique avec spécialité maths dans le Gers, à côté de Toulouse. Et après, j'ai fait une classe préparatoire. Donc, peut-être que vous connaissez la classe préparatoire. Souvent, on appelle ça Maths Sup, Maths P. Donc, ça dure 2 ans. C'est très intense. C'est un peu comme le lycée, mais vraiment beaucoup de boulot et très axé. Donc, pour moi, c'était scientifique, maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Et après ces 2 ans, en fait, on passe un concours qui est un concours national. Et selon notre classement, on a accès à telle ou telle école d'ingénieur. Et moi, mon but, c'était d'intégrer donc l'école qu'Ulysse a présentée, c'est l'ISAE Supaéro, qui est basée à Toulouse, qui est très réputée dans le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Et donc, cette école d'ingénieur, je l'ai intégrée en 2015 et mes études ont duré 4 ans. Donc, 2 ans, une année de césure où j'ai fait quelques stages et ma dernière année de spécialisation. Et j'ai rejoint la NASA du coup en 2019 pour mon master, mon stage de fin d'études. Et après mon stage, j'ai été diplômée en 2019 et je suis restée aux États-Unis dans le même laboratoire où j'ai continué mon boulot. Donc, l'aérospatiale, elle m'a toujours intriguée. Je voulais toujours, depuis très petite, je voulais m'intéresser à ce domaine-là. Et donc, Mhm. les études d'ingénieur m'intriguaient et la voie classe préparatoire, école d'ingénieur m'ont après amené à cet aspect scientifique de recherche dans mon laboratoire. Donc, c'est vraiment, je pense, la curiosité qui m'a amené à tout ça. Et donc, pour renchérir là-dessus, donc Thomas nous dit qu'un de ses élèves souhaiterait savoir depuis quand tu es passionné par l'astronomie. C'est une bonne question. Souvent, ma mère me raconte que, en fait, j'habitais dans l'océan Indien, à La Réunion. C'est une petite île à côté de Madagascar. Et je suis née là-bas. J'habite dans l'océan Indien pendant 10 ans. Et ma mère me dit que je passais une soirée, je regardais beaucoup les étoiles. Et après, juste curiosité, essayer de comprendre ce qui se passait dans le ciel, les planètes, pourquoi il y a plusieurs planètes, tout ça. Donc, ça a commencé 6-7 ans, je dirais à peu près. Enfin, d'après ma mère. Hein. D'accord, d'accord. Et c'est toujours intéressant de voir qu'il y a
beaucoup de scientifiques qui voient leur métier comme un travail passion. C'est-à-dire qu'on part dans ce domaine-là par passion à la base. On a cette espèce d'idée qui nous pousse en fait à partir dans la direction de ce qui nous plaît le plus directement. Et donc, contrairement à d'autres métiers, là, ça va être un travail passion. Et donc, dans cette optique-là, la question que nous pose Thomas, c'est quel est le plus grand projet que vous aimeriez achever? Donc, est-ce qu'il y a une passion vraiment très spécifique qui fait que ça t'amène à vouloir achever un projet en particulier? C'est une très bonne question. Souvent, quand je parle de mes études ou même de mon travail actuel, j'ai toujours pas l'impression de travailler. Genre, je suis contente de me lever le matin, j'ai la pêche, je suis trop motivée pour mes projets. C'est plus un kiff. Désolée d'utiliser des mots comme ça, mais c'est vraiment, j'adore ce que je fais. Et donc, j'ai pas l'impression de travailler. Même mes études, bon, à part la classe préparatoire, là où vraiment c'était du boulot, même mon école d'ingénieur pendant 4 ans, c'était vraiment que du bonheur. C'était choisir mes cours, ce qui me plaisait. Et j'ai jamais eu l'impression de travailler après ma classe préparatoire, de vraiment bosser à fond. Et pareil aujourd'hui à mon boulot, alors que aux US, on bosse à peu près 40 heures par semaine, alors qu'en France, c'est autour de 35 heures. Mais je pense que je bosse plus de 40 heures par semaine, mais avec grand, grand, grand plaisir. Et donc, le plus grand projet que j'aimerais achever, déjà, la mission sur laquelle je travaille actuellement, elle va atterrir sur Mars en 2023. Elle décolle en 2022 et elle arrive en 2023. Donc déjà, rien que si la mission arrive sur Mars, ce sera énorme. Je serais vraiment ravie, ravie. Et après, savoir que les scientifiques avec lesquels je travaille vont utiliser des outils que je développe, c'est le plus grand projet à court terme que je suis très contente d'achever. Et après, ça serait vraiment voir mon expertise dans tout ce qui est data science et analyse des données et machine learning, prendre une grande ampleur dans l'exploration spatiale, dans la NASA ou l'Agence spatiale européenne. Ça serait vraiment, vraiment un gros projet. On n'est qu'au début, donc on va petit à petit. D'accord. Tu as soulevé plein de choses très intéressantes dans ta réponse. Déjà, tu as parlé d'une mission qui a lieu en ce moment, enfin, sur laquelle tu travailles. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette mission en particulier? Et qu'est-ce que toi, tu fais au quotidien dans ce travail-là, justement, vis-à-vis de cette mission? Bien sûr. Donc, la mission sur laquelle je travaille actuellement s'appelle ExoMars. Donc, je pense que Thomas, vous aviez pu en parler un petit peu à vos élèves. Donc, ExoMars, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne. Et en fait, ce qui est super chouette dans le spatial, c'est qu'il y a beaucoup de collaborations internationales. Donc, même si je travaille à la NASA, on va travailler avec les autres agences spatiales internationales. Et donc, nous, on a un instrument de la NASA qui est à bord de cette mission. Et elle va décoller, enfin, la mission va partir sur Mars en septembre 2022 et arriver en 6, 7, 8 mois après sur Mars, normalement. On croise les doigts. Et mon instrument, en fait, c'est un spectromètre de masse. Donc, ça fait un peu peur, ces gros mots. Mais si vous regardez NCIS, c'est souvent l'exemple que je donne. NCIS, il y a un Abby, vous savez, la gothique, elle a dans son laboratoire une grosse machine blanche où elle met des échantillons et elle va dire à Gibbs, ah, ça c'est du composé de carbone, de machin, d'oxygène, d'hydrogène, et donc c'est ça. Et donc, ils vont résoudre le crime avec toutes ces informations-là. L'idée du spectromètre de masse sur Mars, ça ne va pas être pour résoudre un crime, mais ça va être pour essayer de savoir de quoi c'est composé, de savoir s'il y a des signes de vie sur cette planète, savoir en connaître plus sur la composition de Mars, qui est notre plus proche voisine. Et donc, mon outil, ce que j'utilise, c'est actuellement, tout est fait à la main. Les scientifiques vont étudier les données à la main, vraiment regarder spectre par spectre. Donc, c'est l'image scientifique qui est de ce spectromètre de masse et essayer d'analyser ce que c'est. Et les outils de machine learning, de data science, donc de la programmation informatique, peuvent vraiment automatiser certains process et faire en sorte d'être plus rapide dans la prise de décision. Parce que quand on parle d'opérations sur Mars, en fait, c'est très limité dans le temps. On n'a pas un mois pour décider ce qu'on va faire sur le jour d'après. C'est 24-48 heures, à peu près 24 heures, 48 heures, et les scientifiques doivent prendre une décision
ok, ça c'est super intéressant, je veux en savoir plus. Ça c'est vraiment nul, on n'y voit que dalle. Il faut absolument qu'on trouve un autre échantillon. Donc il faut être assez rapide. Et donc c'est là où mon travail, c'est implémenter tout ce qu'on appelle data science en anglais, science des données, pour automatiser certains process et en gros faciliter la vie des scientifiques. Je ne sais plus si j'ai répondu à la question, mais j'espère que oui. Si, oui, oui. Et donc, l'autre question que j'avais, c'était à quoi ça ressemble au quotidien? Ah oui. Alors, il y a deux aspects, avant Covid et pendant Covid, comme vous, je pense, au lycée. Donc, avant Covid, c'était tous les jours à la NASA et moitié du temps dans les laboratoires où j'étais vraiment près de l'instrument. On a un instrument qui est la copie conforme de l'instrument qui sera sur Mars. Et on fait tourner des échantillons, on met des échantillons chimiques et on étudie comment cet échantillon se décompose, les fragmentations et étudier les spectres. Donc ça, j'ai étudié vraiment avec les scientifiques l'utilisation de la machine et les résultats. Et après, il y a la partie informatique. Je pense maintenant au lycée, vous avez pas mal de cours d'informatique. Moi, à mon époque, il n'y en avait pas. Et donc, c'est beaucoup de codage. Il y a peut-être une question, quel langage j'utilise? C'est Python, principalement pour tout ce qui est machine learning et data science. C'est très, très utile. Et donc, c'est beaucoup de programmation. Et donc, pendant le Covid, vu que je ne vais plus au labo, c'est que de la programmation. Donc, sur mon ordinateur, à la maison, en télétravail. Voilà, la programmation principalement pour cette mission-là, ce projet-là. D'accord. Et Thomas nous dit qu'effectivement, les élèves font du Python dès la seconde maintenant. Eh ben, c'est C'est super. impressionnant. Impressionnant, en effet. Donc, on avait une question de la classe de Thomas, justement, qui nous disait qu'espérez-vous, les scientifiques, trouver en creusant plus profond dans le sol de Mars avec la mission ExoMars? C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais Thomas a fait un bon boulot en parlant d'ExoMars. C'est la première mission en fait, qui va sur Mars, qui va pouvoir creuser dans le cœur de la planète, pas aussi profond, mais on va pouvoir creuser à plus de 2 mètres de profondeur. Et ce qu'on espère, c'est avoir des échantillons plus vieux et moins altérés par tout ce qui est, par exemple, des tempêtes de vent, de l'érosion. Donc, les échantillons en surface, donc ceux que les missions actuelles étudient, n'auront sûrement pas la même composition signature organique que ce qu'on peut trouver en profondeur. Et donc, il y a eu des études, des recherches qui disent que si on creuse entre 1 mètre et 2 mètres, ça a été protégé des radiations, parce que sur Mars, il y a aussi beaucoup de radiations. Et donc, on peut trouver des informations beaucoup plus intéressantes sur la composition, savoir s'il y a eu de la vie ou pas. En gros, c'est ça la question, savoir s'il y a eu de la vie ou pas. Donc, on parle organique, life detection en anglais. Et donc, creuser en profondeur, ça va nous aider à répondre à cette question. Je vois Très intéressant, on croise les doigts. On croise les doigts. Oui, la prochaine question. Donc, la prochaine question de Thomas, c'est de savoir combien de temps a duré la simulation de mission martienne. Donc ça, j'imagine que ça a à voir avec, c'était à l'ISA et Super-Héros que tu avais fait ça, c'est ça? C'est ça. Donc, les simulations martiennes, MDRS, c'est pour Mars Desert Research Station. C'est en plein cœur de l'Utah, aux États-Unis, donc vraiment un désert plutôt vide. Il n'y a pas beaucoup d'habitants là-bas. Et en fait, il y a une base qui ressemble à une base martienne. Je ne sais pas si ça serait utile que je montre mon écran ou pas. Je ne sais même pas si j'ai ça qui est préparé. Si tu as une illustration, oui. Pourquoi pas. Une base martienne, je vais vous trouver ça en parallèle. Et en fait, ce que j'ai fait quand j'étais à Super-Héros, j'ai postulé avec un équipage d'étudiants pour faire partie d'un équipage. Donc en 2017, je suis partie en tant que biologiste et ça a duré pour moi 3 semaines. Donc c'était 3 semaines d'isolement dans le désert de l'Utah. Et les paysages ressemblent beaucoup à Mars, comme on peut l'imaginer. Je vais partager mon écran. Donc, bon, j'ai trouvé ça vite fait sur Internet, hein, donc ça ne va pas être le mieux. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, parfait. Donc, je pense que celle-là, c'est celle qui représente le plus. Donc voilà, c'est une base comme ça dans le désert de l'Utah où on est parti à 7. Donc on était 7 au total. La première fois, donc en 2017, j'étais biologiste de l'équipage. Et ce que vous voyez ici en plastique vitré, c'était la serre. Donc c'est là où on faisait pousser les salades, les tomates, parce que là-bas, on n'avait pas de nourriture fraîche tous les jours.
Et donc ça, c'était mon boulot au quotidien de prendre soin du potager martien, en gros. Ici, c'est là où on vivait, donc c'est sur 2 étages. Principalement au rez-de-chaussée, c'est là où on met nos combinaisons, donc tout ce qui est suit, space suit, que vous pouvez voir ici sur cette image-là. Donc dès qu'on sort à l'extérieur, on est sur Mars, donc il nous faut une combinaison spatiale. Il y a la douche, les toilettes, un laboratoire où aussi on faisait notre sport le matin. Et au premier étage, il y a les chambres, le salon, la cuisine. Et c'est à peu près tout. Et après, ce que vous voyez ici, ce sont des sas où on marchait, mais on avait mis ces bâches blanches pour éviter de voir à l'extérieur, pour vraiment avoir le sentiment qu'on était enfermé dans une station spatiale, une station sur Mars. Ici, c'est le laboratoire scientifique, donc c'est là où on avait tout ce qui était microscope, là où on déployait toutes nos expériences qu'on emmenait de Toulouse. Et là-bas, c'est l'observatoire qui a été financé par Elon Musk, donc l'observatoire pour étudier justement l'astronomie et observer les étoiles la nuit. Donc ça, c'est à peu près tout. Et donc, j'y ai participé 2 fois, en 2017 et en 2018. La première fois en tant que biologiste, je l'ai déjà dit, et la deuxième fois en tant que commander de l'équipage. Et c'était les 2 fois avec Lisa et Super Héros. Donc, on était un équipage d'étudiants, entre 6 et 7 étudiants à partir pendant 3 semaines. D'accord. Passionnant. Et vis-à-vis de justement ce type de... Ah, ben parfait, c'est la question que j'allais poser. Merci Thomas. La question serait, on nous parle de plus en plus, hein, à l'échelle en fait, de tous les médias maintenant, de aller vivre sur Mars ou envoyer des humains sur Mars très rapidement. Toi, en faisant ce type de mission, qu'est-ce que tu ressens? Et moi, je vais rajouter en plus, est-ce que tu vois un jour des humains vivre et travailler sur Mars? Et si oui, dans combien de temps? Alors, pour la première question, ce que j'avais ressenti pendant ces simulations, en fait, le métier d'astronaute m'a toujours été intéressant, intriguant. C'est de la recherche, c'est dans le spatial. Depuis toute petite, j'avais envie d'être astronaute. Et donc, je me suis dit, ça, c'est vraiment une occasion de tester l'aspect isolement, parce qu'on est vraiment que nous 7 pendant 3 semaines. On n'a pas accès à l'extérieur, on n'a pas accès à nos téléphones, on n'a pas accès à la télé, on n'a pas accès aux news. Donc, c'est vraiment l'aspect isolement et confinement. Bon, le confinement, on l'a connu un petit peu plus après avec le Covid. J'avais envie de le tester et voir si c'était quelque chose qui me convenait ou qui ne convenait pas à ma personnalité, à la personne que je suis. Et au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me suis dit, bon, ben voilà, un jour, si je peux être astronaute, ça serait cool. Ça me conviendrait de participer à la recherche scientifique tout en ne pas me sentir isolée et enfermée dans une situation dans laquelle je n'ai pas envie d'être. Donc, ça a été plus confirmation que ce métier-là pourrait vraiment me plaire et me convenir. Et la deuxième partie de ta question sur est-ce qu'un jour il y aura des humains sur Mars qui y travailleront. Alors moi, je suis plus une exploration lunaire qu'une exploration martienne. Je pense que vraiment la première étape, personnellement, c'est un avis personnel, c'est aller sur la Lune, retourner sur la Lune, installer et apprendre ce qu'on peut apprendre sur comment partir plus loin sur Mars. Et je pense vraiment qu'il faut utiliser ce qu'on connaîtra sur la Lune pour pouvoir aller plus loin. Je pense que oui, ça arrivera. Je pense qu'il y aura des humains sur Mars. Je ne pense pas qu'il y aura En tout cas, on ne sera pas vivant. Je ne pense pas quand il y aura du tourisme martien ou juste envoyer des gens pour le fun. Je pense vraiment d'abord que ce sera des astronautes, vraiment des métiers de la recherche avant que ce soit pour le fun. Voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. Mais je pense vraiment que l'exploration spatiale est nécessaire, mais il faut d'abord que ce soit fait par des professionnels et scientifiques pour après que ce soit ouvert au grand public. Très bien. Mais c'est très personnel. Hein, Oui, bien sûr. En fait, c'est un sujet qu'on a effleuré tout au long de notre événement. Dans la plupart des questions-réponses qu'on avait dans plusieurs langues, en fait, l'exploration martienne revient puisque de toute façon, c'est un sujet qui est très discuté par tout le monde en ce moment et qu'on entend et donc qui travaille beaucoup dans nos imaginaires et qui les travaille depuis très longtemps.
Donc, c'est intéressant d'avoir l'avis un peu de tout le monde qui travaille surtout dans ces milieux-là. Et la question donc, de repartir sur la Lune avant Mars, en fait, c'est revenu plusieurs fois pendant l'événement. Donc, c'est intéressant que toi, tu le soulèves aussi. Thomas nous demande aussi s'il existe un entraînement particulier pour ce type de mission. Alors, l'entraînement dépend des équipages. Nous, notre équipage, c'était un équipage étudiant, mais il faut aussi savoir qu'il y a des équipages professionnels de la NASA, de l'Agence spatiale européenne, qui vont aussi sur cette base martienne, cette base de simulation de vie martienne. Donc, en fait, c'était surtout le process de sélection, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui candidatent, et c'est montrer qu'on est un équipage qui a plusieurs types de personnalités et qui a aussi plusieurs rôles. Donc, il y a le rôle de biologiste, il y a le rôle de médecin s'il y a quelque chose qui arrive, il y a le rôle de commander, donc commandant de la station, pour être sûr que tout se passe correctement. Il y a le rôle de journaliste, parce que aussi tout ce qui est communication avec le monde extérieur, avec la Terre, est très important. Donc, avoir un équipage mixte avec différents rôles. Et aussi l'expérience. Parce qu'on y va, on y va pas juste pour passer 3 semaines de vacances, manger de la nourriture lyophilisée, et en accord avec la recherche d'exploration martienne. J'ai perdu Ulysse. Je t'entends, Si je vous t'entends un m'entendez petit peu. encore. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends en Ou je décalé. vous ai tous perdus peut-être. Attendez. Donc, c'est vraiment un équipage mixte avec des expériences scientifiques. Tu les qu'on peut être sélectionnés. Ok, Ulysse, si on t'a retrouvé. Ok, Oui, je suis je là. te vois. J'ai une connexion qui est un peu instable, mais voilà, je suis de retour. Parfait. Euh, voilà. Donc, c'est parfait puisque Thomas a entendu ta réponse en entier. Euh, Très bien. La suite de la question, c'est combien avez-vous été d'étudiants de votre promotion à aller travailler à la NASA? Donc ça, j'imagine que ça a à Alors, voir avec le travail. Donc c'est suite à tes études, combien de personnes sont allées à la NASA? suite à... Je pense que je suis toute seule. Dans ma promo, oui, on doit être 300, 200, 250, 300, je ne sais même plus combien on est. Non, je pense que je suis la seule à être à la NASA. Il y en a quelques-uns qui sont venus en stage, mais qui ne sont pas restés pour travailler. Donc, travailler après mon stage de fin d'études, je pense que je suis la seule. D'accord. Et du coup, ça va peut-être amener à une question un peu similaire, qui est comment on en arrive à travailler à la NASA, par quelle voie on peut y aller, etc. Est-ce que c'est la seule voie? Alors, je pense qu'Ulysse, tu pourras aussi aider à répondre à cette question, vu que tu es passé par là. Pour moi, de mon côté, j'ai utilisé le réseau de mon école. Donc, l'ISAE Super-Héros, je vous ai dit, c'est une école qui est connue dans le domaine aéronautique, aérospatial. Et donc, il y a ce qu'on appelle les alumni, les anciens élèves. J'en avais contacté deux ou trois qui travaillaient pour la NASA, dans différents centres de la NASA. Donc, j'en avais contacté 2 qui m'ont aidé, mais ça faisait 10 ans qu'ils étaient passés par l'école, donc assez longtemps. Et donc, le programme par lequel était passé, qui était une collaboration entre la NASA et le CNES, l'Agence spatiale française, n'existait plus à mon époque. Et donc, ils m'ont dit, contacte des gens, envoie des emails, envoie ton CV, dis ce que tu as envie de faire. Et donc, au début, je faisais ça par LinkedIn. Donc, certains d'entre vous, sûrement au lycée, vous connaissez LinkedIn, c'est le réseau professionnel pour connecter avec des gens. Donc, j'ai envoyé beaucoup de messages sur LinkedIn. Et à chaque fois, on me disait non, mais tu n'es pas américaine, tu n'as pas la nationalité, c'est trop compliqué. Et puis, donc, quand j'ai contacté les 2 anciens élèves de mon école, ils m'ont dit, voilà, selon ce que tu nous dis, il faut que tu contactes ces 2-3 personnes. Donc, j'ai contacté ces 3 personnes au Goddard Space Flight Center, qui est donc sur la côte est des États-Unis. Et sur les 3 personnes, il y en a 2 qui m'ont répondu. Et elles ont travaillé, donc c'est deux femmes qui ont travaillé entre elles pour me faire un stage. Donc, faire tout ce qui était paperasse administrative pour les visas. Mais rien que tout le process entre quand j'ai commencé à envoyer des emails et quand j'ai eu mon stage, c'était à peu près 1 an.
Donc, je m'y étais prise à l'avance parce que je savais que ça allait être long. Et l'administration américaine, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais tout ce qui est immigration et visa, ça prend du temps. Et il faut être patient, il faut aussi prendre en avance si un jour ça vous intéresse. Bien. Je vois qu'on a une autre question qui est combien de langues parles-tu pour ton métier? Alors, pour mon métier, c'est principalement que anglais. Euh, Vu que je suis à la NASA et que je suis aux États-Unis, c'est tout en anglais. Et après, bon, je suis française, donc je parle français, même si je le perds un peu. Espagnol au lycée, que j'avais appris au lycée, que pour entretenir, je continue à regarder plein de séries en espagnol sur Netflix. Et j'étais, pendant mes études, j'en ai pas parlé, mais pendant ma césure, je suis partie en Russie pendant 6 mois pour faire un échange académique. Et Mhm. c'était honnêtement plus pour apprendre le russe que pour les cours que j'ai eu là-bas. Donc tous mes cours étaient en russe et j'ai eu des cours intensifs de russe pendant 6 mois. Et j'essaie de maintenir mon niveau de russe, mais je le perds aussi beaucoup. D'accord. On a une question qui nous fait retourner à la base martienne dans le désert de l'Utah. Est-ce que des personnes sont disponibles en cas d'urgence aux abords de la base martienne? Alors oui, il y a une personne qui s'appelle Dr. Shannon Rupert, qui est en gros directrice de la station, Ok. qui parfois, elle n'est pas là toute l'année, elle n'est pas là pendant toutes les simulations, mais parfois elle est là pendant les simulations. Elle habite à côté, mais on ne la voit jamais. Elle est de l'autre côté de la colline, donc vraiment on ne la voit pas, elle ne nous dérange pas. Mhm. Mais elle est là si besoin. Pendant mes 2 simulations, elle était là. Pour le fun fact, ma première simulation, il y a eu un petit souci médical, justement. C'est tombé sur moi, hein. Je suis tombée d'une petite échelle qui allait à une mezzanine. Et je ne le savais pas à l'époque, mais je me suis cassé le poignet. Euh, et en fait, je pensais que ça allait. J'ai juste attendu. Et quand je suis rentrée en France 10 jours après, mon médecin n'était pas très content. Ah oui. Mais voilà, j'aurais pu aller à l'hôpital, mais on avait décidé que non, ça allait passer. C'était juste une petite entorse. Faut pas trop D'accord. s'écouter parfois. C'est intéressant justement de savoir enfin, de voir ce genre de choses quand on est en isolement complet en fait, et de qu'est-ce qu'on ferait dans ces cas-là ou qu'est-ce qu'on ferait pas justement. C'est assez révélateur, non? Oui. Ouais. Mm. Thomas nous demande quelle est la chose la plus amusante que vous ayez faite lors de votre carrière? Alors, si on considère ma carrière depuis que je suis diplômée, euh, c'est assez récent, hein, ça fait que 2 ans que je suis diplômée, mais je pense le plus gros, ce que j'ai le plus apprécié en travaillant à la NASA pour l'instant, c'est j'ai fait partie d'un équipage enfin, un équipage, une équipe qui travaillait sur le terrain, donc qui allait tester des instruments de la NASA sur le terrain. Mhm. Et je suis partie en Arizona avec cet équipage de 10 personnes, tester du matériel de la NASA qui serait utilisé pour la recherche d'exploration sur la Lune par les astronautes. Donc c'était du travail sur le terrain, des instruments qu'on va utiliser pour l'exploration lunaire. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mm. J'imagine, oui. Et du coup, le pendant de cette question, c'est la plus mauvaise expérience, du coup. Est-ce que c'est la chute ou est-ce qu'il y a pire? Euh, oui, si je vais ignorer cette partie-là, vu que ça faisait plus partie de mes études que ma carrière. Mhm. Euh, Je pense que la plus mauvaise expérience, enfin, ça concerne beaucoup de personnes, c'est le Covid actuellement. Mhm. Bon, j'adore télétravailler, moi, ça ne me dérange pas du tout, honnêtement. Mais c'est plus l'aspect personnel. Toute ma famille est en France. Et les frontières étaient fermées jusqu'à très, très récemment. Donc, je n'ai pas vu ma famille depuis 2 ans. Et ça fait un peu long. Donc, je pense que c'est la plus mauvaise expérience parce que j'adore mon boulot, mais j'ai ma famille en France. Donc, c'est vraiment être entre deux situations qui sont un peu compliquées parfois à gérer. Donc, Mhm. bon, c'est pas professionnel, c'est personnel. Mais professionnellement, je suis très épanouie dans mon travail, donc j'aurais du mal à vous dire si j'ai pas vraiment eu de mauvaise expérience encore professionnellement. Tant Ça va mieux, arriver sûrement. tant mieux. Thomas nous demande, y a-t-il des tensions entre les États-Unis et la Russie dans le domaine du spatial? Comment c'est Euh, perçu en tout cas en interne en tant qu'employé de la NASA? Et donc, alors, l'élève fait référence au film tourné dans la Station spatiale internationale.
récemment, il y a un équipage Ok. russe avec un Euh, réalisateur et une actrice qui ont été envoyés à bord de oui, l'ISS. Voilà. oui. Donc le film n'a pas encore été diffusé vu que c'est arrivé très récemment, j'imagine. Mhm. Euh, alors, en tant qu'employé de la NASA, je ne ressens pas du tout ces tensions entre les US et la Russie. Au contraire, c'est dans mon labo, on a des Russes qui travaillent pour la NASA. Et sûrement inversement en Russie, des Américains qui travaillent pour Roscosmos, l'agence spatiale russe. Et typiquement, la mission sur laquelle je travaille, dont je parlais de ExoMars, c'est une collaboration entre la NASA, l'ESA, l'agence spatiale européenne, et Roscosmos, l'agence Mhm. spatiale russe. Et au cœur de cette mission, je ne ressens vraiment aucune tension. Bon, après, je ne suis pas dans le cœur du management, moi je suis plus dans l'aspect recherche, donc les relations sont différentes. Mais de mon point de vue, vraiment aucune tension. Tant mieux. Tant C'est mieux, très oui. bien. Oui. Euh, alors, je vois que le temps passe. Il faut qu'on s'arrête à 17h30 heure française, puisque nous avons une autre session qui démarre juste après. Donc, ça va être la dernière question, Thomas, que je vais prendre ici. Donc, concernant ExoMars, quels sont les enjeux de trouver de la vie sur Mars? Donc, j'imagine que par enjeu, on peut entendre deux aspects. C'est à quel point les scientifiques espèrent trouver de la vie sur Mars et qu'est-ce que ça dirait pour le domaine scientifique de l'astrobiologie. Et ensuite, à quel point ça pèse sur la mission ExoMars aussi. Est-ce que Mhm. c'est vraiment important pour la réussite de cette mission ou pas? Oui, alors très bonne question. On pourrait y passer des heures, je pense, à répondre à cette question. Mais pour faire simple, pour toutes les missions spatiales qu'on a envoyées et qu'on va envoyer, la première question, c'est est-ce qu'il y a de la vie ou est-ce qu'il y a eu de la vie ou est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour qu'il y ait de la vie plus tard. C'est vraiment tout est autour de cette question de vie potentielle, absente, enfin passée ou future. Mhm. Euh, et il y a beaucoup d'aspects. Je pense encore, Ulysse, tu serais mieux placé parce que tu as une carrière dans ce milieu-là. Mais dans l'astrobiologie, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on appelle la vie? Est-ce que c'est juste avoir de l'eau? Est-ce que c'est juste avoir tout ce qui est composés chimiques qui peuvent produire de la vie? Donc c'est là, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on appelle vie? Euh, donc pour la mission ExoMars, c'est principalement savoir s'il y a eu de la vie passée. On ne pense pas qu'il y aura de la vie actuelle sur Mars. Donc savoir, parce qu'en fait, Mars, c'est la Terre il y a des millions et des millions d'années. Et on pense, on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Il y a des signes qui montrent qu'il y a potentiellement tout ce qu'il faut pour avoir eu de la vie sur Mars. Donc, c'est vraiment pour savoir comment la Terre va évoluer dans des millions et des millions d'années. On a le temps, on verra sûrement pas ça, nous, notre génération. Euh, mais c'est comprendre l'évolution des planètes. Pour ExoMars, c'est comprendre l'évolution des planètes. Euh, Après, je travaille sur d'autres missions qui sont pour les missions Oceans Worlds, donc c'est Mhm. Europe, Encelade, qui sont des missions où on sait qu'il y a de l'eau et donc on envoie des missions euh, pour voir s'il y a des signes potentiels de composés organiques qui seraient intéressants là-bas. Et une autre mission dont je n'ai pas eu le temps de parler, c'est Dragonfly, Mhm. qui va partir sur Titan en 2026. Et Titan, c'est un monde qu'on a envie d'explorer parce qu'on sait qu'il y a une atmosphère. Donc, c'est le seul corps dans notre système solaire qui a une atmosphère. Donc, on pourrait envoyer des humains, on pourrait marcher, on pourrait vivre à peu près comme sur Terre. Mais il fait très, très froid là-bas. Mais voilà, c'est vraiment principalement trouver des signes de vie passée, présente ou future et après définir ce qu'on appelle vie. Donc, c'est très, très vaste comme question. Mhm. Très vaste. Victoria, merci pour ton temps. Il va falloir qu'on finisse cette session malheureusement, qui était fort intéressante. Merci Thomas et sa classe pour toutes ces questions très intéressantes. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne continuation. Et voilà. Et donc Thomas nous dit merci énormément pour avoir pris le temps de répondre aux questions des élèves. Merci à vous et n'hésitez pas à me contacter, Thomas. Enfin, j'ai une adresse perso que je peux partager avec Thomas et aussi sur les réseaux sociaux, j'essaie de partager sur justement mon boulot, la recherche scientifique
et essayez d'intriguer les plus jeunes et juste suivez la voie de votre curiosité et suivez votre passion. Vraiment, c'est très important. Merci.